Le jour où ma meilleure amie m'a poussé du haut d'une falaise, j'ai compris que le véritable abîme n'était pas sous mes pieds, mais dans son cœur. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les pins, peignant des taches dorées sur le sentier poussiéreux. L'air était vif, pur, empli de l'odeur de la résine et de la terre humide. J'ai toujours aimé la randonnée, ce sentiment d'être petite face à l'immensité de la nature, ce silence seulement rompu par le chant des oiseaux ou le bruissement du vent dans les feuilles. Ce jour-là, tout semblait parfait. Trop parfait, peut-être. À côté de moi, marchait Chloé, ma meilleure amie depuis le bac à sable. 20 ans d'amitié, de secrets partagés, de fous rires et de larmes consolées. C'est elle qui avait insisté pour cette randonnée. On a besoin de décompresser, Léa, avait-elle dit. Juste toi et moi, comme au bon vieux temps. J'avais accepté sans hésiter. Ces derniers temps, avec mon nouveau travail et ma relation avec Marc qui devenait sérieuse, nous nous voyions moins. L'idée de nous retrouver toutes les deux, loin du bruit de la ville, me comblait de joie. Pourtant, quelque chose clochait. Chloé était étrangement silencieuse. D'habitude, c'était un moulin à paroles, mais aujourd'hui, ses réponses étaient brèves, son sourire forcé. Je mettais ça sur le compte de la fatigue ou d'un souci passager qu'elle n'était pas encore prête à partager. Je lui avais posé la question 1 ou 2 fois, mais elle avait balayé mes inquiétudes d'un geste de la main. « Ne t'en fais pas, je profite juste du calme. » Après 2 bonnes heures de marche, nous sommes arrivés au belvédère de l'Aigle, le point culminant de notre parcours. Le nom n'était pas usurpé. La falaise tombait à pic sur plusieurs centaines de mètres, offrant un panorama à couper le souffle sur la vallée en contrebas. La rivière scintillait comme un ruban d'argent et les forêts s'étendaient à perte de vue, d'un vert profond et velouté. « C'est magnifique !» ai-je soufflé, sortant mon téléphone pour immortaliser le paysage. « Oui !» a répondu Chloé d'une voix plate. « On ne se lasse jamais de la vue. » Je me suis approché du bord, prudemment. Le vide m'attirait autant qu'il me terrifiait. J'ai pris quelques photos, puis je me suis retourné pour en prendre une de nous deux. Un selfie avec la vallée en toile de fond. J'ai souri à l'objectif, mais en voyant le reflet de Chloé sur l'écran, mon sourire s'est figé. Elle ne regardait pas l'appareil. Elle me regardait moi, avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. Un mélange de froideur, de ressentiment et de détermination. « Chloé, ça ne va pas ?» ai-je demandé, abaissant mon téléphone. Elle a fait un pas vers moi. Ses yeux ne me lâchaient pas. « Tu as tout, n'est-ce pas, Léa ?» a-t-elle murmuré. Sa voix était à peine audible par-dessus le vent qui s'engouffrait dans la passe. J'ai froncé les sourcils, déconcerté. « Quoi ? De quoi tu parles ? Le boulot de tes rêves, l'appartement parfait. Et Marc ? Elle a craché son nom comme un poison. Tu as même réussi à me prendre Marc. Mon cœur s'est serré. C'était donc ça. Marc et moi étions ensemble depuis 6 mois. Il avait été un ami commun, mais je n'avais jamais su, jamais imaginé que Chloé avait des sentiments pour lui. Elle ne m'avait jamais rien dit. Chloé, je ne savais pas. Tu ne m'as jamais rien dit. Si j'avais su, jamais. Arrête de mentir, a-t-elle sifflé, faisant un autre pas. Nous n'étions plus qu'à quelques centimètres l'une de l'autre et à moins d'1 mètre du vide. Tu savais très bien. Tu as toujours tout eu et tu aimes ça. Tu aimes me voir dans ton ombre, ramasser les miettes que tu laisses derrière toi. La panique a commencé à monter en moi. Ce n'était pas la Chloé que je connaissais. Ses yeux brillaient d'une lueur folle. J'ai voulu reculer, m'éloigner du bord, mais elle a été plus rapide. « Mais ça, c'est fini !» a-t-elle dit d'un calme terrifiant. Et puis, elle a poussé. Ce ne fut pas une bousculade. Ce fut une poussée franche, puissante, les 2 mains à plat contre ma poitrine. La surprise m'a volé mon souffle. Mes pieds ont quitté le sol. Le monde a basculé. Il n'y a pas eu de cri, juste une aspiration d'air soudaine, le ciel bleu vif remplaçant la terre ferme sous mes yeux. Le temps s'est étiré. J'ai vu son visage,
impassible, s'éloigner au-dessus de moi. J'ai vu les cimes des arbres se rapprocher à une vitesse vertigineuse. Mon corps a heurté quelque chose, pas le fond de la vallée, mais une sorte de saillie rocheuse, une corniche une dizaine de mètres plus bas. L'impact a été d'une violence inouïe. Mon épaule a craqué, ma tête a heurté la pierre, et ma jambe gauche s'est pliée dans un angle qui n'avait rien de naturel. Un crack sec et horrible a résonné, plus fort encore que le choc de ma chute. La douleur a explosé, une douleur blanche, fulgurante, si intense qu'elle a effacé toute autre sensation. C'était comme si un millier d'aiguilles chauffées à blanc s'enfonçaient dans mon tibia, broyant l'os, déchirant les muscles. Un hurlement sauvage s'est enfin échappé de ma gorge, un son animal de pure agonie. À travers un voile de larmes et de douleur, j'ai levé les yeux. Je pouvais la voir. Chloé était là-haut, penchée au-dessus du vide, me regardant. Son visage était une toile blanche, dénuée de toute émotion. Pas de regret, pas de panique, pas de pitié, rien. Elle m'a observé pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis elle s'est redressée, a fait demi-tour et a disparu. Elle m'avait laissé là, laissant le silence et la douleur m'engloutir. J'ai essayé de bouger, mais la moindre contraction de mon corps envoyait des vagues de supplice dans ma jambe. J'étais coincé sur cette corniche à peine assez large pour m'accueillir, avec une jambe brisée, à des kilomètres de toute civilisation. J'ai crié son nom, encore et encore, jusqu'à ce que ma voix ne soit plus qu'un rauquement pathétique. En vain. Le soleil commençait à décliner, peignant le ciel d'orange et de pourpre, des couleurs magnifiques pour un spectacle macabre. Le froid de la pierre commençait à s'infiltrer dans mes os. J'ai sorti mon téléphone de ma poche avec une main tremblante. L'écran était fissuré, mais il s'allumait encore. Mon cœur a bondi d'un espoir fou, mais en haut à gauche de l'écran, les mots m'ont achevé. Aucun service. C'est là que j'ai compris. Elle ne reviendrait pas. Personne ne savait où j'étais exactement. Personne ne viendrait me chercher avant demain, au mieux. J'allais mourir ici, de froid, de douleur, de désespoir. Les larmes se sont remises à couler, silencieuses cette fois, des larmes de résignation. J'ai fermé les yeux, écoutant le vent qui pleurait avec moi, quand soudain, un bruit a brisé la complainte de la nature. Un bruit qui n'avait rien à faire ici, le cliquetis métallique de fer à cheval sur la pierre, quelque part en contrebas. Au début, je crus à une hallucination, un son produit par mon cerveau traumatisé, un faux espoir pour m'empêcher de sombrer. Mais le cliquetis revint, plus net cette fois, rythmé. C'était bien le bruit de sabots sur un chemin rocailleux. Quelqu'un approchait. Une vague d'adrénaline submergea la douleur, la repoussant juste assez pour que je puisse penser. Il fallait que je crie. Il fallait que cette personne m'entende. Rassemblant le peu de souffle qui restait dans mes poumons meurtris, j'ai ouvert la bouche. Un son étranglé, un gargouillis pitoyable, fut tout ce que je pus produire. La déception et la panique me nouèrent la gorge. Non, je ne pouvais pas échouer. Pas maintenant. J'ai pris une inspiration profonde, ignorant les poignards qui semblaient se planter dans mes côtes, et j'ai hurlé. Un cri rauque, désespéré, qui a écorché ma gorge. « À l'aide !» Le bruit des sabots s'arrêta. Mon cœur manqua un battement. M'avait-on entendu? J'ai tendu l'oreille, retenant ma respiration. Le silence était total, seulement troublé par le sifflement du vent. Puis, une voix d'homme, grave et calme, portée par l'écho de la vallée. « Y a quelqu'un » Les larmes me sont montées aux yeux, des larmes de soulagement si intenses qu'elles me brûlaient les joues. « Oui, je suis là, en haut, sur la falaise !» ai-je crié de toutes mes forces. Quelques secondes plus tard, une silhouette est apparue sur le sentier en contrebas, celui que j'avais aperçu bien plus tôt depuis le belvédère. Un homme sur un grand cheval brun. Ce n'était pas un cow-boy de cinéma avec un Stetson immaculé. C'était un homme du pays, buriné par le soleil et le vent,
vêtu d'un jean usé, de bottes crottées et d'une chemise à carreaux épaisse. Il a mis une main en visière et a scruté la paroi rocheuse. Ses yeux balayaient la falaise, passant plusieurs fois au-dessus de moi sans me voir. « Ossa, je ne vois rien !» a-t-il crié. La panique m'a de nouveau saisi, et s'il ne me trouvait pas, s'il pensait à une mauvaise blague et repartait. J'ai agité mon bras valide, malgré la douleur que le mouvement propageait dans mon épaule. Ici, 10 mètres au-dessus de vous, j'ai un anorak bleu. Son regard s'est enfin fixé sur moi. Je l'ai vu plisser les yeux, puis son expression est passée de la confusion à la stupéfaction, puis à une gravité profonde. Il a sauté de son cheval avec une agilité surprenante et s'est approché du pied de la falaise, levant la tête. Nous étions trop loin pour que je puisse distinguer clairement ses traits, mais je pouvais sentir l'intensité de son regard. Nom de Dieu! Comment vous êtes arrivé là? Sa voix était plus proche maintenant, pleine d'une incrédulité contenue. J'ai glissé. Ai-je menti, la honte et la trahison m'empêchant de dire la vérité. Ma jambe, elle est cassée. Il a hoché la tête, comme si mon diagnostic était une évidence. D'accord, ne bougez plus. Surtout, ne bougez plus. Je m'appelle Samuel. Comment vous appelez-vous? Léa. Très bien, Léa. Écoutez-moi attentivement. La paroi est trop abrupte. Je ne peux pas monter vous chercher comme ça. Il me faut des cordes, du matériel. Mon ranch n'est pas loin, mais il faut que j'y retourne. Le mot « retourne » a résonné en moi comme un coup de tonnerre. Il allait partir, me laisser seul. « Non !» ai-je supplié, ma voix se brisant. « Ne me laissez pas, je vous en prie, la nuit va tomber. » Je pouvais voir son dilemme, même à cette distance. Il a regardé le soleil, qui n'était plus qu'un disque rouge sang à l'horizon, puis m'a regardé à nouveau. « Je sais, Léa. Mais je n'ai pas le choix. Si je reste, on ne pourra rien faire tous les deux. Je suis votre seule chance. Je vais faire aussi vite que je peux, mais je dois être honnête avec vous. Un sauvetage de nuit sur cette falaise, c'est trop dangereux. Il est plus que probable que je doive attendre les premières lueurs de l'aube. » L'aube. L'idée de passer toute une nuit sur ce rebord de pierre, avec cette douleur insoutenable et le froid glacial qui commençait déjà à me mordre, était un cauchemar au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer. « S'il vous plaît » ai-je sangloté, n'ayant plus la force de crier. Sa voix s'est faite plus douce, mais ferme, rassurante. « Je vous le promets, Léa, je reviens. Tenez bon. Essayez de vous couvrir au maximum, de garder votre chaleur. Je ne vous abandonne pas, vous m'entendez? Je ne vous abandonne pas. » Il n'a pas attendu ma réponse. Il a couru vers son cheval, a sauté en selle et est parti au galop, le bruit des sabots s'éloignant rapidement jusqu'à disparaître complètement. Le silence est revenu, plus lourd, plus oppressant qu'auparavant. L'espoir qu'il avait apporté en repartant avait laissé un vide encore plus glacial. Le dernier rayon de soleil a disparu derrière les montagnes. L'obscurité est tombée sur la vallée comme un rideau de velours noir. Le monde s'est rétréci aux dimensions de ma corniche de pierre et à la douleur lancinante dans ma jambe qui pulsait au rythme affolé de mon cœur. Les étoiles ont commencé à poindre, froides et indifférentes. Le vent s'est levé, charriant un froid pénétrant qui traversait mon anorak comme s'il n'existait pas. Je grelottais de manière incontrôlable, claquant des dents. Chaque frisson envoyait des décharges électriques dans ma jambe brisée. J'ai fermé les yeux, essayant de me réfugier en moi-même, de m'imaginer n'importe où ailleurs. C'est alors que j'ai entendu un bruit. Ce n'était pas le vent, ce n'était pas le bruit d'une pierre qui tombe. C'était un grattement discret, tout près, sur la corniche avec moi. Mes yeux se sont ouverts d'un coup, scrutant l'obscurité. Mon cœur cognait contre mes côtes. Je n'étais pas seul. J'ai retenu ma respiration, tendant l'oreille. Le grattement a repris, plus proche, et puis, dans le noir quasi total, à moins de 2 mètres de mes pieds, 2 petits points verts se sont allumés, me fixant intensément. Des yeux. Mon sang se glaça dans mes veines. Une peur primaire, animale,
submergea tout le reste, même la douleur. Qu'est-ce que c'était? Un cougar? Un lynx? J'étais piégé, blessé, incapable de me défendre ou de fuir. Une proie facile. La créature fit un pas prudent dans ma direction, et la faible lueur des étoiles me permit de distinguer sa silhouette. Ce n'était pas un grand prédateur, c'était plus petit, plus bas sur pattes. Un coyote, un renard. L'animal renifla l'air, sa tête s'inclinant avec curiosité. Ses yeux verts me dévisageaient sans hostilité apparente, mais la peur ne me quittait pas. Les animaux sauvages sont imprévisibles, et j'étais sur son territoire. « Va-t'en » ai-je chuchoté, la voix tremblante. « Fiche le camp » L'animal ne bougea pas. Il fit un autre pas, puis s'assit sur son arrière-train, me regardant toujours fixement. Mon cœur battait la chamade, mais peu à peu, je réalisais qu'il ne montrait aucun signe d'agressivité. Il semblait curieux. J'ai passé les minutes suivantes dans une tension extrême, l'observant autant qu'il m'observait. Le froid était de plus en plus intense, et mes tremblements redoublaient. C'est à ce moment-là que la créature fit quelque chose d'inattendu. Elle se leva, fit lentement le tour de mes jambes, en gardant une distance respectueuse de mon membre blessé, comme si elle comprenait, et vint se coucher en boule contre mon flanc valide. La surprise me fit sursauter. Je sentis immédiatement la chaleur de son corps contre le mien. C'était une boule de fourrure chaude et vibrante. Je pouvais sentir sa respiration régulière contre ma hanche. Je ne savais pas quoi faire. Mon instinct me hurlait de le repousser, mais mon corps transi de froid hurlait de gratitude. C'était un chat sauvage, un bobcat, je pense, plus gros qu'un chat domestique, avec de petites touffes de poils au bout des oreilles. Et il était en train de me sauver de l'hypothermie. Lentement, très lentement, j'ai posé ma main valide sur son dos. Sa fourrure était épaisse et douce. Il ne réagit pas, si ce n'est par un léger ronronnement sourd qui vibra à travers mon corps tout entier. Alors nous sommes restés là, deux créatures blessées et solitaires, partageant une chaleur précaire sur un rebord de falaise sous un ciel d'encre constellé de diamants. La présence de l'animal, loin de me terrifier, était devenue une source de réconfort étrange et profond. Je n'étais plus complètement seul face à la nuit. Les heures s'écoulèrent, interminables. La douleur dans ma jambe était une braise ardente qui ne me laissait aucun répit. Chaque fois que je commençais à somnoler, une nouvelle vague d'agonie me ramenait à la conscience. Je parlais à mon compagnon inattendu, lui racontant ma journée, ma vie, la trahison de Chloé. Les mots se perdaient dans le vent, mais le simple fait de les prononcer à voix haute semblait alléger un peu le poids sur ma poitrine. Juste avant l'aube, alors que le ciel commençait à peine à pâlir à l'est, le bobcat se leva, s'étira longuement, me jeta un dernier regard indéchiffrable avec ses yeux verts, et disparut dans l'ombre des rochers, aussi silencieusement qu'il était apparu. J'étais de nouveau seul, mais la terreur de la nuit s'était dissipée. Il m'avait aidé à passer le cap le plus difficile. Les premières lueurs du jour révélèrent un paysage d'une beauté cruelle. La vallée était noyée dans une mer de brume, d'où émergeaient les cimes des arbres comme des îles mystérieuses. La lumière rose et orangée de l'aurore caressait la pierre froide. C'est à ce moment-là que j'ai entendu les voix. « Léa, vous m'entendez » C'était Samuel. Ma gorge était si sèche que ma réponse ne fut qu'un croassement, mais ils m'entendirent. Bientôt, je vis deux têtes apparaître au-dessus du rebord de la falaise, là d'où j'étais tombé. Samuel et un autre homme, plus jeune. Ils étaient équipés de casques, de cordes, de baudriers. Le sauvetage était en marche. Samuel me fit un signe de la main. « On descend vous chercher, Léa. Ne vous inquiétez pas, on maîtrise la situation. » Sa voix calme et professionnelle était un baume sur mes nerfs à vif. L'homme plus jeune commença à installer les cordes, tandis que Samuel me parlait, me posant des questions pour me garder consciente et concentrée. « Décrivez-moi votre douleur. De 1 à 10, est-ce que vous saignez beaucoup? Vous sentez vos orteils ?» Je répondis du mieux que je pouvais, ma voix un filet rauque.
La douleur était un bon 9, parfois un 10. Ma jambe était enflée, déformée, et mon pantalon de randonnée était taché de sang. La descente en rappel de Samuel fut incroyablement rapide et efficace. Quand il atterrit doucement sur la corniche à côté de moi, je fondis en larmes. Pour la première fois depuis ma chute, je me sentis en sécurité. « Ça va aller », dit-il doucement, son regard balayant mes blessures avec une compétence évidente. Il sortit une trousse de premiers secours de son sac. « On va d'abord stabiliser votre jambe pour le transport. Ça va faire un peu mal. » Il me donna des antidouleurs qu'il avait dans sa trousse et commença à installer une attelle de fortune autour de ma jambe. Chaque mouvement était une torture, mais sa présence et sa certitude m'aidaient à endurer. Il travaillait en silence, concentré. Quand il eut fini, il me regarda dans les yeux. « Votre amie, celle qui était avec vous, elle a donné l'alerte hier soir. » Mon souffle se coupa. « Chloé, elle avait appelé les secours ?» Un tourbillon d'émotions contradictoires m'envahit. Le regret, la culpabilité, avait-elle paniqué et réalisé son geste horrible? Peut-être que tout n'était qu'un terrible malentendu, un accident, et qu'elle avait cherché de l'aide. Elle est revenue au parking en état de choc, continua Samuel en préparant le baudrier de sauvetage pour moi. Elle a dit que vous aviez glissé en prenant une photo, qu'elle avait essayé de vous rattraper mais qu'elle n'avait pas réussi. Elle était hystérique. Les Rangers l'ont cru. Le sang martelait à mes tempes. La garce, l'habile, la manipulatrice Chloé. Elle n'avait pas seulement essayé de me tuer, elle avait construit une histoire parfaite pour se couvrir. Elle s'était posée en victime, en amie dévastée. La rage, froide et pure, remplaça la douleur et la peur. Elle ment, ai-je dit d'une voix blanche. Samuel s'arrêta et me regarda. Son expression soudainement grave. « Comment ça ?» Elle ne m'a pas raté. Elle m'a poussé. Le visage du cow-boy devint une pierre. Il ne dit rien pendant un long moment, continuant de serrer les sangles du baudrier autour de moi. Il me fixa avec une intensité qui semblait sonder mon âme. « Je vous crois, » dit-il enfin d'une voix basse et sans appel. « Maintenant, on vous sort de là. » La remontée fut lente et pénible. Mais l'équipe au-dessus était efficace. Quand je suis enfin arrivé en haut, sur la terre ferme, le soulagement fut si intense que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Les ambulanciers étaient là. Ils m'ont immédiatement pris en charge, m'installant sur une civière, me mettant sous oxygène. Alors qu'ils m'emmenaient vers l'ambulance, j'ai vu 2 officiers de police qui discutaient avec le jeune partenaire de Samuel. Et un peu plus loin, appuyé contre un véhicule de police, enveloppé dans une couverture de survie. Chloé. Elle me vit, nos regards se croisèrent. Sur son visage, il n'y avait ni remords, ni peur, juste une lueur de défi et une pointe de surprise, comme si elle n'arrivait pas à croire que j'étais encore en vie. L'un des policiers s'approcha de la civière. « Mademoiselle Léa, nous sommes contents de vous voir saine et sauve. Votre ami nous a tout raconté. Quel terrible accident. Nous allons juste prendre votre déposition à l'hôpital quand vous vous sentirez mieux. » Je fixai Chloé par-dessus l'épaule du policier. Elle me fit un minuscule sourire, presque imperceptible. Un sourire de victoire. Elle savait que ce serait sa parole contre la mienne. La parole de l'ami éplorée contre celle de la victime en état de choc, confuse. Qui allait-il croire? Je me suis tourné vers Samuel, qui se tenait juste à côté, les bras croisés, son visage une énigme. Nos yeux se sont rencontrés. Il savait que je disais la vérité, mais que pouvait-il faire? Il n'avait été témoin de rien. L'accident, ai-je commencé, ma voix tremblant de rage et d'impuissance. Ce n'était pas... Chut, me coupa doucement Samuel, posant une main sur mon bras. Il s'est penché vers moi, son visage tout près du mien, pour que seul moi puisse l'entendre, tandis que les ambulanciers commençaient à refermer les portes du véhicule. Sa voix était un murmure grave, presque un grondement. « Ne dites plus rien à personne pour l'instant. Faites-leur croire que vous ne vous souvenez de rien, ni d'elle, ni de la poussée. Laissez-la croire qu'elle a gagné. J'ai une idée.
Les portes de l'ambulance se sont refermées, me plongeant dans la lumière crue des néons. Le regard intense de Samuel était la dernière chose que j'avais vue, et ces mots résonnaient dans ma tête. Laissez-la croire qu'elle a gagné. J'ai une idée. C'était un pari insensé, basé sur la confiance que j'accordais à un étranger que je connaissais depuis moins de 24 heures. Mais en croisant son regard, j'avais vu quelque chose de solide, d'inébranlable. Une sorte de justice tranquille qui n'avait pas besoin de s'exprimer fort. J'ai décidé de lui faire confiance. À l'hôpital, le tourbillon a commencé. Les médecins, les infirmières, les radios. Le diagnostic était brutal. Double fracture ouverte du tibia et du péroné, épaule démise et une commotion cérébrale légère. J'allais devoir être opéré d'urgence. Quand les policiers sont venus prendre ma déposition, j'ai suivi le conseil de Samuel. J'ai joué la confusion, le choc post-traumatique. Je me suis tenu à une version simple. On prenait des photos près du bord, j'ai dû faire un faux pas, c'est flou. Je ne me souviens plus très bien de la chute. Chloé a essayé de m'aider. Oh mon Dieu, la pauvre, elle doit être si choquée. Je voyais les policiers hocher la tête, notant tout, leur regard plein de pitié. C'était l'histoire parfaite, celle qui ne demandait aucune investigation, l'accident de randonnée tragique, mais banal. Depuis ma chambre d'hôpital, j'ai vu Chloé aux informations locales, donnant une interview poignante, les larmes aux yeux, décrivant comment sa meilleure amie lui avait glissé des mains. Elle était brillante. La regarder me donnait la nausée, mais la rage me donnait aussi une force que je ne me connaissais pas. Samuel est venu me voir le lendemain de mon opération. Il a déposé un petit bouquet de fleurs sauvages sur ma table de chevet. Il n'a pas perdu de temps en bavardage. « Comment vous sentez-vous » a-t-il demandé, sa voix grave remplissant le silence de la chambre. « En vie et en colère » ai-je répondu, essayant de me redresser sur mes oreillers. La douleur était omniprésente, un rappel constant de la trahison de Chloé. « La colère, c'est un bon carburant » a-t-il dit avec un demi-sourire. « Écoutez, j'ai réfléchi. Sa parole contre la vôtre, ça ne marchera pas. Elle a déjà établi sa version. Elle a des témoins de son état de choc. Il nous faut une preuve, quelque chose qu'elle ne pourra pas nier. Mais il n'y a rien, Samuel. On était seuls là-haut. »« Pas tout à fait, » a-t-il dit, et ses yeux ont pétillé d'une lueur malicieuse. « Vous aviez votre téléphone, non ? Vous preniez des photos juste avant la chute. » Mon cœur a bondi. « Oui, je prenais un selfie de nous deux. »« Et où est ce téléphone ?»« Dans la poche de mon anorak. Je suppose que les ambulanciers l'ont mis avec mes affaires. » Les affaires avaient été scellées dans un sac en plastique. Samuel a aidé à le récupérer auprès d'une infirmière. À l'intérieur, mon anorak bleu, déchiré et sali, et dans la poche, mon téléphone. L'écran était une toile d'araignée de fissure, mais à notre grand soulagement, il s'allumait encore. Mes mains tremblaient tellement que c'est Samuel qui a navigué jusqu'à la galerie photo. La dernière photo prise était là, le selfie. Mon visage souriant occupait la moitié de l'écran, et derrière moi, celui de Chloé. Ce n'était pas flou. Ce n'était pas sujet à interprétation. C'était d'une clarté effroyable. Son regard fixé sur moi, pas sur l'objectif. La haine pure, le ressentiment glacé, la détermination sombre qui tordait ses traits. Ce n'était pas le visage d'une amie profitant du paysage. C'était le visage d'une prédatrice juste avant de frapper. « Mon Dieu !» ai-je soufflé. « Voilà notre preuve » a murmuré Samuel. Ce n'est pas une preuve de la poussée elle-même, mais c'est une preuve de l'intention. Ça détruit complètement son histoire d'amie paniquée. Aucun jury ne regardera ce visage et croira à un accident. Il avait raison, mais comment utiliser cette photo ? Si nous allions voir la police maintenant, Chloé pourrait dire que nous nous étions disputés, que la photo ne prouvait rien. Elle s'adapterait. Il fallait la piéger. « Voici le plan », a dit Samuel, se penchant vers moi. « On ne dit rien pour l'instant. Laissez-la mariner dans sa victoire. Dans 2 jours,
L'hôpital va autoriser les visites. Appelez-la. Dites-lui que vous êtes désolé de lui avoir fait peur, que vous voulez la voir. Soyez l'amie parfaite qu'elle pense que vous êtes. L'idée de voir son visage, de devoir lui mentir, me révulsait. Mais je comprenais le plan. 2 jours plus tard, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai appelé Chloé. Ma voix était faussement faible et tremblante. Elle a répondu, jouant la comédie de l'amie soulagée et inquiète. Elle a accepté de venir me voir l'après-midi même. Samuel était là avant elle. Il a posé son propre téléphone, discrètement, sur la table de chevet, caché derrière la carafe d'eau, avec l'enregistreur vocal activé. « Parlez de Marc », m'a-t-il conseillé. « C'est le déclencheur. Faites-la parler. Je serai juste dehors, dans le couloir. » Quand Chloé est entrée, elle portait un énorme bouquet de lys. Son visage était un masque de compassion étudié. Elle s'est assise près de mon lit, m'a pris la main. Son contact me brûlait. « Léa, je suis tellement désolée. J'ai eu si peur. J'ai cru que je t'avais perdu. J'ai joué mon rôle. Ce n'est pas ta faute, Chloé. C'est un accident stupide. Je suis juste contente d'être en vie. Nous avons parlé de choses et d'autres pendant quelques minutes. Puis, j'ai lancé l'appât. Marc est venu hier. Il était dévasté. Il t'a trouvée très courageuse. Il n'arrêtait pas de dire à quel point il avait de la chance de m'avoir, mais aussi d'avoir une amie comme toi qui était là pour moi. J'ai vu un éclair fugace passer dans ses yeux. La jalousie. C'est gentil à lui, a-t-elle dit d'un ton neutre. Il m'a dit, j'ai hésité, feignant la confusion due aux médicaments. Il m'a dit quelque chose d'étrange. Il a dit que tu lui avais parlé de moi, que tu lui avais dit de faire attention, que je pouvais être manipulatrice. C'est bizarre, non? Pourquoi tu dirais ça? Le masque de Chloé s'est fissuré. Il a dit ça. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste le protéger. Me protéger de quoi, Chloé? De mon bonheur? Comme tu as toujours voulu le faire? Ma voix s'est durcie, sortant du rôle. Elle a retiré sa main. Je ne vois pas de quoi tu parles. Oh, si, tu le vois très bien. J'ai attrapé mon téléphone sur la table. J'ai ouvert la photo et je lui ai montré l'écran. Tu vois ça? C'est le visage d'une amie qui a peur pour moi, ou le visage de quelqu'un qui est sur le point de me jeter dans le vide. Son visage est devenu livide. Elle a regardé la photo, puis moi, la panique et la fureur se battant dans ses yeux. « Tu ne pourras jamais le prouver », a-t-elle sifflé. Je n'ai pas besoin de le prouver. J'ai juste besoin de montrer ça à la police, de leur raconter ma version. Tu crois vraiment que ton histoire d'amie éplorée tiendra la route après qu'ils auront vu ça? Tu m'as tout pris, Chloé. Mon travail, mes amis. Tu as même essayé de me prendre Marc, mais tu ne me prendras pas ma vie. Je n'ai jamais voulu te tuer, a-t-elle crié, sa voix montant d'une octave. Je voulais juste te faire peur, te faire mal, te faire comprendre ce que ça fait d'être deuxième, de tout perdre. Quand tu es tombé, j'ai... Elle s'est arrêtée net, réalisant ce qu'elle venait de dire. Trop tard. La porte de la chambre s'est ouverte. Samuel était là, son visage de pierre. Et derrière lui, les 2 policiers que j'avais vus sur la falaise. L'un d'eux tenait le téléphone de Samuel, l'enregistrement bien visible à l'écran. Le visage de Chloé s'est décomposé. Elle avait tout avoué, la tentative de meurtre, le mobile, tout. Elle a essayé de balbutier une explication, mais les mots ne venaient pas. Il n'y avait plus d'échappatoire. Alors que les policiers lui lisaient ses droits et lui passaient les menottes, son regard a croisé le mien une dernière fois. Il n'y avait plus de haine, plus de défi, juste le vide sidéral d'une défaite totale. Samuel est resté avec moi jusqu'à ce qu'il l'emmène. Le silence dans la chambre était apaisant. La justice avait été rendue, pas de la manière la plus simple, mais de la manière la plus complète. Vous aviez dit que vous aviez une idée, ai-je dit, un vrai sourire se dessinant sur mon visage pour la première fois depuis des jours. Il a haussé les épaules, un léger sourire en coin. Parfois, le meilleur moyen d'attraper un prédateur, c'est de lui tendre le bon piège
et de le laisser s'y jeter tout seul. Reposez-vous, Léa. La convalescence sera longue, mais le pire est derrière vous. Il avait raison. Des mois de rééducation m'attendaient. Mais en regardant par la fenêtre la lumière dorée du soleil couchant, je savais que j'allais m'en sortir. J'avais survécu à la chute, à la nuit, à la trahison, et j'avais trouvé une force inattendue en moi et un allié improbable dans le cow-boy qui m'avait trouvé en larmes au bord du précipice. J'étais cassé, mais je n'étais plus brisé.